Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch, et je vais vous montrer encore un autre pay-per-view de l'année 2002. D'ailleurs, je pense que c'est le dernier sur l'année 2002 que je fasse, et auquel je vais vous montrer tout de suite. Donc c'est sur le DVD No Mercy 2002. Et ce que je pourrais dire en ce moment, je dis bien en ce moment, pour moi c'est le dernier pay-per-view édité par Silvervision auquel je possède, parce qu'après il va y avoir celui de Night of Champions, que lui sera édité par Fremantle. Donc voilà. Bien sûr, ce que je dis n'est pas forcément vrai, mais pas confirmé. C'est juste que je veux dire par là que en ce moment, j'en ai terminé, et si jamais j'en trouve encore d'autres édités par Silvervision, je pourrais dire voilà, je pense que j'en ai à ce dernier ainsi. Mais bon, j'espère qu'au moins vous avez compris. Donc voilà, je vous laisse visionner. Enfin, je vous laisse regarder quoi. Et la carte, la liste des matchs quoi. Alors, je vais essayer de me rapprocher. Est-ce que c'est bon comme ça? Oh, il me semble que c'est bon comme ça. J'espère que ça y va. Alors, on va passer au niveau bonus. Alors, au niveau bonus, je sais qu'il y a 12 interviews, notamment 2 matchs par équipe de qualification highlight, mais même si c'est des petits matchs courts. Alors, je vais vous dire ça. Alors, tout ce que je sais, je pense que c'est dans un des épisodes de SmackDown. D'ailleurs, les deux sont des épisodes de SmackDown. Euh, Edge, donc Adam Copeland et Rey Mysterio, contre Devon Dudley et Farouk, donc Ron Simmons, et auquel ce sera victoire de Edge et Rey Mysterio qui battent Devon et Farouk. Suite après, qui se font attaquer par les Los Guerreros, donc équipe composée de Chavo et de Eddie, ou Eddie et Chavo si vous préférez. Du coup, ce match-là, 3,40. Et puis enfin, on a le deuxième du côté de SmackDown, Kurt Angle et Chris Benoit contre les Los Guerreros, donc Eddie Guerrero et Chavo Guerrero, auquel ce match-là, il était plutôt très très bon, et auquel ça va être victoire de Kurt Angle et Chris Benoit. Donc c'est sûr que ce soit Edge et Rey Mysterio, ils sont qualifiés pour le tournoi. Et pareil pour Kurt Angle et Chris Benoit. Donc ce match-là, 3,60. Ensuite, je passe, je pense, un match du pré-show, si je dis pas de bêtises. Laissez-moi réfléchir si j'ai pas tort là. Il me semble que oui. Donc l'un des pré-shows du Saturday Night's Heat, qu'à l'époque on l'appelait tout simplement, et que maintenant c'est Kick-Off ou Countdown ou je sais quoi d'autre. Donc The Hurricane, donc Gregory Shane Helms ou Shane Gregory Helms contre Steven Richards, et auquel match auquel j'ai pas trop besoin de trop raconter, ce n'est que j'imagine qu'il est sympa sans pour autant, et auquel ce match-là je lui mets un 3,20 avec ses victoires de Hurricane, et que là maintenant je passe directement à la carte principale. Et du coup dans la carte principale, on démarre direct pour les titres par équipe qui sont en jeu. Donc pour les titres tag team seulement, auquel il y a Chris Jericho et Christian, donc Christian Cage, contre l'équipe de Booker T et Goldust. Donc du coup, certes, il y a une équipe qui s'est formée autour de Booker T et de Goldust. Eh bien, c'est pareil pour Chris Jericho et Christian, auxquels ils vont être de sacrés bons amis par la suite, jusqu'à ce qu'on connaît la suite. Ils vont commencer par s'affronter du côté de WrestleMania 20 et dans un autre événement. Donc comme quoi, l'amitié ne tient qu'un seul petit fil. Et pas trop grand chose à en citer, si ce n'est que changement rapide, pas mal d'interactions, pas mal d'offenses des deux côtés.
que ce soit du côté des face ou du côté des heels, et auquel on a été servi pour un opener. Voilà, c'est tout ce qui compte, du fait qu'on a été servi et qu'on a facilement bien aimé le match, et auquel ce ne sera pas victoire de Booker T ni de Goldust. Et si je ne me trompe pas, c'est, je crois, dans cet événement-là auquel Jericho va commencer à faire un Lion Saut, et étrangement, la corde de la deuxième, si je ne dis pas de bêtises, va commencer à casser. Donc, lui qui voulait faire un Lion Saut, eh ben, la corde se casse. Et du coup, on se dit, ah, zut! Il a voulu tenter son Lion Saut, mais raté à cause de la corde qui s'est cassée. Et du coup, c'est un truc du jamais vu, honnêtement. C'est du jamais vu. Jamais, à aucun moment, on aurait imaginé que la corde pouvait céder sur le poids de Jericho. Et du coup, on se dit, ça, ce sont peut-être des trucs qui arrivent. Est-ce que c'est un botch ou juste un truc qui devait pas arriver, mais qui est quand même arrivé? Voilà. Je ne sais pas vous en dire plus, si ce n'est que malgré ce petit moment gênant, ça va être tout de même Chris Jericho et Christian qui vont remporter le match en battant Booker T et Goldust / Dustin Rhodes. Et auquel ce match-là, 3,40 malgré le petit dérangement de cela. Donc voilà, comme quoi ce sont des choses qui arrivent, on ne peut pas toujours être parfait. Donc enfin bref. Il y avait pas mal de promos aussi, d'interviews et d'interactions auxquelles j'ai pas trop forcément envie de trop m'y attarder. Déjà, je vous fais déjà trop assez mariner rien qu'en regardant la vidéo. Donc c'est déjà assez beaucoup comme ça. Donc je dis ce que je peux en dire dans cette vidéo. Donc là maintenant, passe au match féminin, et il n'y a pas d'enjeu, heureusement, mais c'est un match entre Tori Wilson contre Dawn Marie. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est à cette période-là auquel il va avoir... Ah oui, le passage, moment un peu chaud, auquel il me semble que Dawn Marie va commencer à faire des révélations au père de Dawn Marie, et auquel, ça je l'avais déjà dit dans Armageddon 2002, et auquel, voilà, ce sont des bails un peu chelous auxquels j'aimerais bien m'y attarder, mais plus j'y pense, plus je m'embrouille moi-même, donc je pense que c'est pas utile de trop se gaspiller sa salive et son esprit, rien que de citer des moments comme ça. Donc voilà, je fais que le minimum de ce que je peux dire, et auquel les deux s'affrontent. Pas grand chose à en citer dans le match, si ce n'est que on a eu ce que on a eu, et auquel peu importe qui des deux remporte le match, voilà, on ne serait pas surpris si telle ou telle personne gagne ou perde. Et du coup, celle qui va gagner le match, c'est Tori Wilson qui bat Dawn Marie. Et du coup, la notation, je ne change pas, c'est 3,20. Je suis un peu trop répétitif, un peu trop gnangnan par moment, mais c'est ce qui me caractérise le plus. Donc au moins si vous avez une idée précise. Donc voilà. Du coup, maintenant je passe à notre match suivant. Et le match suivant, c'est Ric Flair contre Rob Van Dam. RVD, ou plutôt Rob Van Dam contre Ric Flair. Donc suite après que Ric Flair lui ait coûté l'opportunité au titre poids lourd, eh bien là, il a l'occasion de se venger face au Nature Boy. Et du coup, quoi de mieux de montrer la politesse, même si c'est une légende, mais une légende qui abuse de son autorité, de son pouvoir et de sa stature, mérite de se faire remise en place, même si encore une fois, c'est facile à dire et très dur de le faire. Dans le match, pas mal d'échanges entre les deux, même si c'est plus Van Damme qui brille durant le match, alors que Ric Flair, lui, il subit, il survend. Quand il prend l'avantage, il nargue le public, il est taquin. Il est taquin, ce très cher Ric. C'est tout ce que je peux dire de plus, de façon très taquin.
Donc parfois il est comment dire il exploite, oui j'allais dire avant que je bloque, il exploite les faiblesses de Van Damme donc en attaquant au niveau des jambes pour la préparation de sa figure 4 leg lock. Et du coup, ben, suite à cette préparation, ben, il assaisonne, il donne des multiples coups, encore, encore et encore, jusqu'à ce qu'il veut passer la figure 4. À un moment donné, ça part tout le temps en esquive, en contre, ou le refus qu'il parte dans cette prise. Donc ça va vice versa quoi. Et qu'à un moment donné, ben, faut pas, on va pas se mentir, ce sera Rob Van Dam qui va avoir l'avantage sur le Nature Boy et auquel il va effectuer ben, sa 5-star Frog Splash contre Ric Flair et du coup ben, c'est comme ça comment RVD remporte le match. Donc ce match-là, je lui mets un 3,50 et auquel ben, pour moi c'est satisfaisant, tout simplement. Ensuite, ben, encore un autre match auquel je pourrais qualifier ça de anecdotique ou juste match un contre un sans importance. Pour le titre Cruiserweight de la WWE entre Jamie Noble, accompagné par Nidia, contre Yoshihiro Tajiri. Et auquel ben, les deux vont mener une lutte épique sur le ring, donc vraiment très épique, et auquel ben, Jamie Noble va tout de même trouver la solution et l'avantage de s'en sortir face au coup puissant et à la ruse de Tajiri. Donc voilà, spoiler, c'est victoire de Jamie Noble qui conserve son titre. Après, je pourrais pas vous dire de comment il a gagné le match, hein, vu comment je n'ai vu bah, que très, pas que très peu. Parfois, j'étais trop occupé, je regarde, mais après, je suis occupé. Je sais qu'on pourrait dire que c'est un genre de prétexte comme une excuse. Pourtant, je ne fais que expliquer du pourquoi, du comment. Mais tout ce que je peux dire, c'est que le match très dynamique, très rapide, et auquel ben, on a été servi, même si c'est pas grand-chose, je lui mets tout simplement un 3,5 et auquel, pour moi, je laisse peser. Tout simplement. Donc voilà. Je sais qu'il y a pas mal d'interactions avec... allez, avec l'Undertaker qui a un plâtre et auquel ben, bah, il voudrait le retirer pour combattre, mais sauf que vu comment il y a un genre d'infection, vu comment Brock Lesnar lui a bien amoché la poignée, je suppose que c'est pas une très bonne idée de l'enlever en sachant qu'on est totalement grave atteint. Parce que, spoiler, ce match-là sera en main event. Eh oui. Donc voilà, voilà, voilà. Euh, J'espère que j'ai... Ah oui, oui, oui. Je pense que il y a un match dont j'ai pas cité et auquel il se retrouve là et auquel ben, je vais rattraper mon retard. Donc désolé, je vais un peu couper pour m'occuper du reste. Merci bien. Donc je repoursuis, même si j'ai dû prendre des précautions pour éviter de faire n'importe quoi. Donc cette fois-ci, je l'ai noté. Donc c'est un match où le gagnant prend tout. Donc winner take all. Enfin, take all. Donc pour le titre du monde poids lourd de la WWE et le titre intercontinental. Donc le champion du monde poids lourd de la WWE, c'est Triple H, donc HHH, Hunter Hearst Helmsley, qu'on connaît bien sûr sous le nom de Paul Levesque, de son vrai nom bien sûr, contre Kane, connu par son vrai nom en tant que maire, Glenn Thomas Jacobs, ou Jacob. Mais bon, donc lui qui est bien champion intercontinental, Kane. Et du coup, c'est l'occasion idéale de voir qui va ressortir grandi et champion des deux côtés. Enfin, plutôt avoir les deux titres sur les deux hanches ou sur les deux épaules. Même si je suppose que c'est sur les deux épaules, ou un dans les hanches, un dans les épaules. Bref, je discrète. Il m'arrive parfois de dire pas mal de conneries, mais bon, c'est un peu mon petit défaut à moi et auquel j'aime parfois un peu trop en mariner pour pas grand-chose. Et auquel, ben, c'était un match plutôt épique entre Triple H et Kane. Il n'y a pas à dire. Même si je sais que y a une histoire à propos des deux.
Je crois que ça va être, plus tard, à un moment donné, ou plus tôt. Il me semble que, après s'être débarrassé de Shawn Michaels, donc Triple H bien sûr, évidemment, avait commencé à avoir une rivalité contre Kane, et c'était à cette période-là auquel Triple H va se prendre pour Kane pendant les funérailles de Katie Vick, et auquel ce dernier va commencer à aller trop loin dans le truc de la dégueulasserie. Et lorsque j'ai vu ça, et je suis sûr que lorsque vous êtes tombé là-dessus, on s'est dit What the fuck? Pourquoi il fait un truc pareil? Tu donnes une mauvaise image à ceux qui le font réellement. Imaginons de faire. On sait que dans ce genre de segment auquel on sait que c'est pas une véritable personne, mais en gros, tu donnes une image de acte de nécrophilie. Et ça, c'est pas très Charlie. Donc du coup, je comprends pourquoi ça a été une mauvaise idée, même si McMahon avouera plus tard qu'il a défendu ce genre de segment, qu'il le trouve génial. Ouais, génial. Génial dans le côté nécrophile, ou dans le côté V. Il faut se poser des questions. Imaginons le truc le plus lunaire, hein. Imaginons le truc le plus lunaire. Déjà, Papy Vince, on sait qu'il a des idées dans la tête qui sont très loufoques et très farfelues. Notamment une storyline auquel, heureusement, ça n'a pas vu le jour, auquel il voulait mettre en place lui, sa fille et son fils, donc Shane McMahon et Stephanie McMahon, auquel son idée à lui, c'était que Stephanie est enceinte, mais pas de Triple H, et encore moins de qui que ce soit. Si ce n'est que l'idée initiale, c'était que l'enfant n'appartient pas à Triple H, mais appartient à Vince McMahon. Ou alors, qui sait, avec Shane McMahon. En gros, ça c'est une storyline basée sur l'inceste. Et auquel, ça, c'est de très mauvais goût, et heureusement, ça n'a pas vu le jour. Et pour les défenseurs de McMahon, parce que je sais que ce très cher Lord Walid le défend pas mal, même si ce dernier a des casseroles au cul, donc je parle bien sûr de Vince McMahon, il faut pas nier que le gars en question, malgré qu'on peut aimer ce qu'il a fait de génie, notamment les grands catcheurs auxquels il a pu créer, ce qui est compliqué avec Triple H. Bien sûr, on fait parfois des mèmes à propos de lui, d'etc. Et tout. Mais faut pas nier que le gars est un véritable connard. Un véritable bah, FDP, j'ai envie de dire que c'est un énorme FDP, malgré son côté génie auquel il a pu faire à travers les années. Mais vu comment les procès s'enchaînent, et auquel il est fort possible qu'il va peut-être pas s'en sortir. Après, qui sait, il peut me donner tort, hein, mais c'est un avis auquel je tiens perso, et auquel je me dis, ça se trouve, il est peut-être fini, hein, parce que de cautionner et de faire des choses auxquelles sont illégales, il faut, il faut être un malade mental pour penser à ce genre de raisonnement, parce que déjà, le gars, il a violé les lois, il a protégé un meurtrier, il a, on va dire, légalisation des stéroïdes, même si suppose qu'il était bourré de bonnes intentions, notamment en disant non, non, je vous force pas à en prendre, prenez si vous en avez envie, moi je ne m'en frotte pas les mains, ça peut tenir la route, mais selon les témoignages, c'est pas quelqu'un qui va te dire vas-y, prends des stéroïdes comme ça, tranquillou. Mais mais il y a aussi un truc avec Vince, c'est que euh, lorsque il avait commencé en tant que promoteur, il y avait trois personnes auxquelles ils ont abusé des jeunes garçons, et auxquels il les avait tenus dans sa compagnie jusqu'à ce que on sous-entend comme quoi ils ont été virés entre les guillemets, jusqu'à ce que les procès s'enchaînent, et auxquels ils n'ont pas le choix de s'en séparer, de trois monstres auxquels
qu'il y en a qui méritent de pourrir en tôle, même si spoiler, résultat pour Pat Patterson, ce sera pas le cas. Pour les deux autres, j'en ai aucune idée. Bref, il y a pas mal de trucs auxquels ils sont liés de près ou de loin à Vince et auxquels il ne ressort pas du tout grandi. Et du coup, comme d'idées loufoques, il en avait des idées loufoques. Donc voilà. Voilà. Même si j'en ai expliqué plutôt avec l'affaire avec Katie Vick, auquel Triple H en gros ne veut plus jamais en entendre parler, même si Kane il avait récemment blagué. Bon après c'est vrai que c'est un peu une blague entre collègues, même s'il faut pas trop forcément parler des mauvais souvenirs. Et du coup malgré tout cela, les deux s'affrontent, ils nous mettent une bataille épique entre les deux mastodontes. Triple H a le dessus, Triple H veut à tout prix gagner les deux ceintures. Triple H veut mettre à tout prix à genoux la machine rouge qui est tout simplement Kane. Et auquel Kane, il ne cède pas. Comme dans tous les films d'horreur, il revient à la charge sur sa prochaine victime. Et du coup, lui aussi, il a de grandes ambitions. Capturer les deux ceintures, montrer à quel point il est meilleur que Triple H, montrer à quel point c'est l'un des monstres les plus dangereux à la WWE. Comme quoi, on a de sacrées ambitions, pardonnez-moi, et pourtant, ce ne sera pas Kane qui va remporter le match, mais bel et bien Triple H qui va remporter les deux ceintures, notamment avec un pedigree. J'imagine qu'il a utilisé les tactiques de ruse et qu'il est fort possible qu'il y avait un ref bump, parce que je pense pas que dans ce match-là tout était permis, si ce n'est que le gagnant prend tout. Donc il est fort possible qu'il a pris des libertés et que c'est comme ça comment il est parvenu à ses fins. Et si je ne m'abuse, le titre intercontinental, il ne va pas le détenir très longtemps, jusqu'à ce qu'il se fasse battre par... Je dois peut-être dire des conneries, mais il me semble par Shelton Benjamin. Si je ne m'abuse, si ma mémoire est bonne, parce qu'à un moment donné, il a été champion intercontinental plus avec le titre, et auquel il va perdre au profil de Shelton. C'est peut-être ça, j'espère pas avoir tort là-dessus, mais auquel ce match-là était plutôt bon et que je lui mets 3,80. Donc c'était un bon match. Donc voilà. Je pense que j'ai tout dit là-dessus, si ce n'est que je passe au match suivant. Et là, c'est pour les titres du monde par équipe. Je crois que c'est le titre du monde ou... Parce que... Ah non, le titre du monde par équipe, c'était avec Jericho et Christian. Donc uniquement les titres par équipe entre Kurt Angle et Chris Benoit contre Edge et Rey Mysterio, et auquel c'était un excellent match entre les deux catcheurs. Les quatre catcheurs, c'était très excellent. Il n'y a pas à dire. Les deux machines à catch que sont Kurt Angle et Chris Benoit, ils font bien l'affaire malgré que ce ne sont pas des meilleurs amis au monde et malgré leurs différences et leurs dissensions, ils montrent à quel point ce sont les hommes les plus dominants dans le match, alors que Edge et Rey Mysterio, c'est un peu une équipe, certes auquel ils n'ont pas de nom, en tout cas pas officiellement, mais qui sont très sympathiques de voir faire équipe. Et au passage, je pourrais dire que l'année 2002 a été quasiment l'année de Edge, hein. Le gars n'a pas cessé d'avancer, de progresser, et surtout à nous surprendre avec des adversaires de fou. Donc on avait eu avec Hulk Hogan, The Rock, maintenant avec Rey Mysterio, et d'autres auxquels je suppose auxquels il a fait équipe, et des matchs de dingue auxquels il a pu avoir. Donc c'est sûr que l'année 2002 a été une sacrée année pour lui. Alors que pour Rey Mysterio, on pourrait dire lui aussi un petit peu, vu comment il est arrivé, il a mis en valeur le masque, enfin le port du masque auquel il porte, et auquel des nouveaux enfants s'identifient à lui en tant que petit luchador, et du coup voilà comment il inspire la capitale sympathie. Et Kurt Angle c'est un peu pareil, hein, vu comment lui certes il a eu que des successions parfois de victoires ou de défaites, mais il a été très divertissant cette année, alors que Benoît, si je dis pas de bêtises, lui qui avait subi une blessure au cou,
près de moins d'un an, eh ben, il est de retour et il montre à quel point ben, il est toujours aussi rude et brutal sur le ring, malgré que voilà, il n'est pas assez charismatique et j'en passe d'autres. Mais bon, vaut mieux être talentueux sur le ring que, euh, que autre chose, même si je sais que forcément il faut mieux vendre les matchs et j'en passe d'autres. Mais bon, ça c'est un autre débat. J'ai pas envie de trop rentrer parce que déjà ça commence sérieusement à me saouler, ce genre de commentaires de personnes qui, euh, qui saoulent les gens avec leur philosophie que maintenant ça ne passe plus du tout. Même si encore une fois c'est pas faux, hein. Ce n'est pas faux, mais c'est juste que maintenant on est dans une période auquel maintenant bah, les gens s'en branlent en fait. Les gens s'en branlent. Et du coup, bah, vu comment tout le monde s'en branle, ça vaut plus la peine de trop forcément tirer sur la corde et d'essayer de convaincre les gens. Bon, on pourrait dire qu'on assume la médiocrité, mais disons que cette période-là, c'est très différent. Même si, encore une fois, il ne faut pas être insuspendu d'incrédulité. Bien sûr qu'il ne faut pas trop penser à la médiocrité de tout ce qu'il y a à citer autour, si ce n'est que les lutteurs, qu'on l'aime ou qu'on les aime pas, vaut mieux être minimum respectueux. Ça, c'est tout ce que je demande, même si encore une fois, c'est trop demandé. Comme c'est trop demandé à la WWE de nous demander quelque chose de neuf et de frais, donc trop demandé pour eux. Et pourtant, c'est ce qu'ils devraient faire, se bouger les doigts du fion et faire quelque chose d'intéressant. Parce que plus ça devient inintéressant, plus tu fais fuir des gens. Et dans tous les deux cas, ben, soit on est... non, je pense qu'on est plutôt perdant dans cette histoire et pas gagnant. Donc du coup, on est un peu baisé. Et dans le match, est-ce que j'ai besoin de trop en dire là-dessus? Ben, pas forcément, si ce n'est que c'était open bar entre les deux équipes et que le climax va se jouer entre Angle et Edge, auquel ben, les deux, certes, les deux se sont affrontés, notamment avec les cheveux de Kurt qui étaient en jeu. Et du coup, ben, c'est une occasion pour Kurt de se venger de cet affront lors de Judgment Day 2002, vu comment Edge est déterminé à que ce soit pilonné Benoit ou Angle. Eh bien, disons que Kurt Angle va réussir à le surprendre, notamment en le faisant un ankle lock. Et suite à ce ankle lock, il me semble que ça va durer un bon petit moment jusqu'à ce que Edge, certes, il est encore dans le match, mais il sent que à tout moment sa cheville peut lâcher. D'ailleurs, il n'y avait pas que sa cheville aussi qui a voulu essayer de lâcher, mais également son cou, et auquel ça va laisser des séquelles et auquel il va revenir près de moins d'un an ou 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, ou un an et demi, quelque chose comme ça, auquel il va revenir en 2004. Donc du coup, certes, la pression est énorme sous sa cheville et auquel il n'y a pas le choix d'abandonner. Donc du coup, c'est Kurt Angle et Chris Benoit qui deviennent les nouveaux champions par équipe de la WWE et auquel c'était un excellent match. Donc voilà comment je pourrais en dire, ça a été plutôt très bon et auquel on n'a pas été déçu. Donc ce match-là, c'est 3,70, 3,70 pour ceux qui préfèrent. Plus que deux matchs après, c'est terminé maintenant. Et du coup, le match suivant, c'est pour le titre féminin de la WWE, entre Trish Stratus contre Victoria. Match, disons, à peu près sympathique. Euh, Victoria fait du Victoria tout simplement et Trish Stratus fait du Trish Stratus tout simplement. Donc les deux se font à leur manière, même pour raconter un bon match entre deux femmes. Et il me semble que même si le match était intéressant, t'en as la plupart, ils se lèvent pour commander à manger ou à boire, ou plutôt la pause toilette, ou alors la pause branle si vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est... Ça, c'est un truc auquel je peux pas m'empêcher de dire lorsque j'entends une histoire comme ça, comme quoi, quand c'est des matchs féminins, beaucoup, beaucoup vont s'occuper à autre chose, d'autres qui vont aller commander à manger ou à boire, d'autres aller aux toilettes, parce que c'est plus important de tout évacuer, que ce soit par la vessie ou
vous voyez ce que je veux dire, et d'autres qui voient deux femmes sexy se battre en petite tenue et que ils peuvent pas s'empêcher d'avoir un côté très voyeur. Tu en as, c'est de la pose masse en termes de tubation. Vous aurez compris si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, dans le match, ouais, il y avait un bon petit truc, même si encore une fois, c'est un peu pas facile de remettre les gens dans le bain, mais ça se voyait que les gens attendaient le main event, hein. Et du coup, après que les deux femmes nous ont fait une prestation, un check kick et une Stratus Faction Bulldog lancé par Trish Stratus, ce sera tout simplement Trish elle-même qui va remporter le match et devenir pas de nouvelle championne, de conserver son titre, vu comment la dernière fois elle avait battu Molly Holly. Oh là 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 là, j'espère que je me trompe pas, parce que moi, les mémoires, un coup que je regarde un match, il m'arrive parfois d'oublier, hein. Donc, excusez-moi si parfois j'ai un peu la tête ailleurs, et pourtant j'essaie de me concentrer un maximum. Mais bon, vous avez compris, ce match-là, pareil, 3,20. Et maintenant, c'est le main event. Et le main event, c'est pour le titre de la WWE dans un Hell in a Cell match entre Brock Lesnar, accompagné par Paul Heyman, contre The Undertaker. Donc l'American Badass. Donc du coup, on connaît l'histoire entre les deux hommes. On sait que Paul Heyman et Brock n'ont pas cessé de provoquer l'Undertaker au fil des mois et des semaines. Et notamment en s'attaquant à sa vie familiale. Et auquel je voulais peut-être oublier, je pense que je l'ai oublié lors de Unforgiven, auquel j'ai cité. Il faut savoir, c'est que dans le show Unforgiven, il y avait Matt Hardy qui s'était mêlé au match et auquel il s'est fait calmer par l'Undertaker jusqu'à ce qu'il prend la charge sur Brock Lesnar. Donc du coup, après le passage de Unforgiven, qui était plutôt bon, même si ça a terminé de manière très décevante, à un moment donné, il va avoir l'agression dans le parking et auquel Brock Lesnar va s'attaquer à la main droite, oui c'est à la droite, de l'Undertaker, auquel il va briser la main et du coup tout l'histoire est misée autour de la main droite de l'Undertaker et auquel c'est sûr pour la bête incarnée qu'il est, c'est quasiment une cible, quasiment un morceau de viande auquel il est prêt à s'engouffrer. Et ce qui est sûr dans le match, c'est sûr que ça démarre la fleur au fusil. Les deux nous montrent une sacrée baston entre deux hommes costauds. Et auquel, pour l'Undertaker, certes, il est plâtré, mais ça peut être une arme pour lui. Donc, s'il suffit de lui foutre un coup de plâtre à Brock Lesnar, il va pas se gêner pour autant de lui asséner des coups de plâtre. Donc il va enchaîner encore et encore, à répétition, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il va réussir également à lui ouvrir le front. Donc Brock Lesnar, il est ouvert au niveau du front. Bon, pas mal d'objets ont été utilisés, notamment les chaises. Et il y a un moment donné, c'est Paul Heyman qui va également intervenir dans le match, même s'il est à l'extérieur. Donc on l'entend à l'extérieur en train de gueuler et t'as l'Undertaker qui chope sa cravate, pardonnez-moi, et il va commencer à lui tirer dessus jusqu'à ce que ce dernier se cogne la tête contre les grillages. Donc ça fait boing, 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 et du coup le gars, donc Paul Heyman, lui aussi il a mal et il saigne du front. Donc oui, le match était vraiment à 100% de 100. Et après, c'est à un moment donné auquel Brock va avoir l'avantage. Il va commencer à mettre à mal l'Undertaker, notamment en lui rebrisant la main qui a déjà été brisée. Donc il va lui retirer le plâtre. Donc c'est sûr il va le tordre, il va le punir jusqu'à ce que Paul Heyman sort sa ceinture pour attacher le Deadman au niveau de la cage et ça permet à Brock de lui asséner des coups de chaise dans le plâtre à tel point que les coups de chaise étaient si violents qu'ils pètent la ceinture de Paul Heyman. Donc la ceinture pour mieux accrocher au pantalon. Donc il va l'exploiter et il va également faire saigner l'Undertaker. Donc c'est sûr, il va le saigner abondamment. Ça se voit que les deux ont été très atteints par ce match-là.
Donc ça poursuit encore, encore et encore, lutte acharnée entre les deux hommes, et qu'à quel point les deux nous montrent à quel point ils savent nous faire un Hell in a Cell totalement mémorable, même si je ne pense pas qu'il est rentré dans les mémoires, en tout cas les mémoires collectives de ceux qui ont vu les plus beaux matchs de Hell in a Cell, mais il en est pas loin d'être le meilleur. Enfin, j'ai pas dit qu'il n'était pas meilleur comparé aux autres Hell in a Cell par l'époque. Peut-être que je m'exprime peut-être très mal, mais disons que ce match-là, il est bon sans forcément rentrer dans les annales de la VVE. Et du coup, c'est peut-être ça aussi auquel je voulais en dire, même si encore une fois, ma manière d'expliquer n'est pas forcément toujours bonne. Et auquel, ok, des enchaînements, coup-ci, coup-ça, par-ci, par-là, jusqu'à ce que, à un moment donné, les deux vont partir à la lutte. L'Undertaker qui veut faire un last ride powerbomb, mais c'est uniquement au compte de deux. Il n'y a pas eu de tentative de Tombstone Piledriver, si ce n'est qu'on a eu les tentatives de F5 sur Brock Lesnar envers l'Undertaker. C'est uniquement au compte de deux. Puis on repart encore à l'attaque. Et là, cette fois-ci, ce sera Brock Lesnar qui va avoir le dernier mot, vu comment il va le sécher avec un nouveau F5. Et c'est à cet instant-là auquel il conserve son titre et il a réussi bien sûr à battre l'Undertaker. Donc ce qui est sûr, c'est que Brock Lesnar reste toujours champion, reste toujours dominant, et qui ressort grandi de ce match, à tel point qu'il est toujours champion, et qui va sortir de la cage pour être au sommet du monde, pour célébrer avec le public. Donc c'est sûr, la bête est inarrêtable. La prochaine grosse sensation est devenue la sensation en elle-même, même si la suite pour lui sera autour du Big Show et également à une future trahison de Paul Heyman. Donc voilà, en tout cas ça a été un excellent match, comme un bon show évidemment, hein, pour éviter d'être aussi mauvaise foi. Ce match-là, 4,70, je lui mets ça, donc 4,70, et auquel c'est assez pour le moment. Donc voilà, ça a été dit, ça a été fait, et auquel je pourrais conclure par les matchs, les bonus, les segments, les promos, les interviews et l'ensemble. Je conclus avec 4,40. Et auquel je pense que c'est satisfaisant. Si ce n'est que j'ai le dernier pay-per-view à finir, c'est Night of Champions, et également un des CD weekly hebdomadaire, comme j'aimerais bien l'appeler, Live in Italy, du côté de Raw, ECW et SmackDown, et pas mal d'autres DVD qui sont en cours auxquels je vous en parlerai. Ne vous inquiétez pas. Donc moi je m'arrête ici et je vais conclure cette vidéo. Donc c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo de review, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde. Salut, 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 salut.